23h58, 7 décembre 1941. Dans la rade de Pearl Harbor, dans l'archipel américain d'Hawaï, le dragueur de mine USS Condor patrouille quand soudain, il semble détecter la présence d'un sous-marin inconnu. Il se met à sa recherche en pleine nuit, mais l'intrus disparaît. À 7h53, la base de Pearl Harbor se réveille en sursaut, terrorisée. La première vague d'avions japonais se met à larguer ses bombes sur les bâtiments américains et les aérodromes. C'est la panique, l'île est en feu. En à peine 2 heures, l'armée japonaise détruit une bonne partie des avions et des navires américains. C'est environ 2400 Américains qui périssent dans des conditions terribles, brûlés dans les explosions ou emportés dans les navires qui coulent. C'était comme se planter dans une basse-cour et tirer sur les poulets, diront certains. Une attaque d'une grande lâcheté. Mais le succès de Pearl Harbor est surestimé. En réalité, 3 porte-avions américains n'étaient pas dans la rade au moment de l'attaque. Pour autant, l'Amérique est sous le choc. Certes, elle était entrée dans une escalade de tensions avec le Japon en instaurant un blocus sur ses exportations de pétrole et d'acier en réponse aux exactions japonaises en Asie du Sud-Est, mais les États-Unis étaient très loin d'imaginer et d'anticiper une telle attaque. Le Japon a violé les lois de la guerre en frappant sans déclaration de guerre préalable. Le lendemain, les États-Unis déclarent la guerre au Japon. Mais ils ne sont pas les seuls. Le Royaume-Uni, l'Australie, la République de Chine et d'autres pays leur emboîtent le pas et déclarent la guerre à l'agresseur. Maintenant, il ne faut pas seulement vaincre militairement le Japon, il faut venger l'honneur des États-Unis. Mais comment ? Le Japon est une forteresse inatteignable. Le plan peut-être le plus audacieux de la Seconde Guerre mondiale va alors être mis sur pied. Un bombardement américain en plein centre de Tokyo depuis des porte-avions qui s'approcheront suffisamment des côtes. Le Japon doit être frappé en plein cœur. C'est l'opération Doolittle. On propose cette idée au président des États-Unis, Roosevelt, qui accepte et donne carte blanche. C'est le lieutenant-colonel Doolittle, spécialiste de l'aviation de bombardement, qui est chargé de l'opération. Doolittle choisit immédiatement environ 80 hommes d'équipage triés sur le volet, qui l'emmènent en Floride pour un entraînement intensif. C'est une opération quasiment suicidaire. Les défis sont immenses. 16 bombardiers B-25 Mitchell doivent décoller depuis le porte-avions USS Hornet qui s'approchera dangereusement le plus possible du Japon à 400 miles de ses côtes. Les bombardiers doivent mettre le cap sur Tokyo et d'autres villes, larguer leurs bombes puis continuer leur route jusqu'en Chine où ils atterriront en catastrophe dans des zones préservées de l'occupation japonaise. Le rayon d'action des bombardiers étant de 2000 km, ils n'auront aucune marge et à peine assez de carburant pour espérer atterrir en Chine. La mission est classée top secret au plus haut point. Les aviateurs ne savent pas pour quel genre de mission ils s'entraînent. Ils n'en sont informés que la veille de l'opération. Les bombardiers B-25 sont chargés à bord du porte-avions Hornet qui part le 2 avril. Pour couvrir l'opération, on fait savoir que ces bombardiers doivent venir renforcer la garnison d'Hawaï. L'escorte est imposante. Le USS Hornet est épaulé de 8 destroyers, 4 croiseurs et le porte-avions USS Enterprise qui assure la couverture aérienne. L'escorte se met en route et dépasse Midway. À bord, c'est l'anxiété totale. Les Américains sont dès lors en terrain hostile. Arrivé à 1200 km des côtes japonaises le 18 avril 1942, c'est le drame. Au loin, on aperçoit un chalutier japonais. L'alerte est donnée, le chalutier est bombardé et coulé. Mais ces navires sont équipés d'antennes radio et le commandement japonais doit déjà être au courant. Tous les aviateurs se mettent à leur poste, les bombardiers sont prêts à décoller. L'escorte avance encore de 200 km et le feu vert est donné. 10 bombardiers s'élancent vers Tokyo, 3 vers Yokohama, 1 vers Nagoya, 1 à Yokosuka et un autre à Kobe. Le fait qu'un bombardier fasse route seul n'est au contraire pas plus dangereux car il va gagner en discrétion. À 12h30 à Tokyo, ce 18 avril, c'est une journée radieuse. Le ciel est dégagé, le soleil brille. Soudain, les Japonais s'arrêtent. Un sifflement aigu retentit dans le ciel. Durant 5 bonnes minutes, les bombes tombent. C'est la panique. Les Japonais se terrent là où ils peuvent. Non avertis, la défense anti-aérienne met du temps à réagir. C'est quasiment un miracle, aucun bombardier n'est abattu dans le ciel du Japon, même si quelques-uns sont endommagés. Les avions s'enfuient maintenant à toute vitesse. La situation se complique, la météo se dégrade, le ciel se couvre, et ayant décollé plus tôt que prévu, ils sont bientôt à court de carburant. Les avions atterrissent en catastrophe sur le sol chinois, sauf un qui atterrit en URSS. La plupart des B-25 atterrissent en zone alliée et sont recueillis par des résistants chinois. Ils retourneront au pays quelques mois plus tard. Mais tous n'ont pas cette chance. 2 équipages, 8 hommes en tout, atterrissent en zone occupée et sont immédiatement capturés par les soldats japonais. Interrogés, maltraités, parfois torturés, 3 sont fusillés, un autre meurt de malnutrition, et les autres prisonniers seront emprisonnés et libérés en 1945 à la fin de la guerre. L'opération fait la une des journaux dans le monde entier. Le raid est un succès. Même si les 16 bombardiers sont perdus, l'escorte a pu faire demi-tour sur Hawaï et l'immense majorité de l'équipage est secourue.
Au Japon, on essaye de minimiser l'événement, ce qui est plutôt fondé d'ailleurs car les dégâts matériels ont été minimes. Mais l'impact symbolique est énorme, le commandement japonais enrage. L'île forteresse n'est désormais plus intouchable. À l'attaque surprise de Pearl Harbor, les Américains ont répondu coup pour coup avec l'attaque surprise de Tokyo.